Dans l'enfance, ce que je me souvienne, je viens d'un milieu rural, donc il y avait des médecins de campagne qui avaient à couvrir un territoire. Et puis à ce moment-là, c'est les parents qui payaient. Il y avait pas d'assistance publique qui était accordée. Donc il y en a plusieurs qui, dans ça, soit refusaient de se faire soigner parce que le coût était trop élevé, ou se mettaient dans la rue pour avoir une santé qui convienne. J'ai connu des gens hors ma famille qui, eux autres, ont même fait faillite, hein, à payer un médecin ou à payer l'hôpital parce qu'il n'y avait pas les moyens de le faire. Ou encore, ça prenait des années à rembourser à l'hôpital ce qu'il devait lui payer pour avoir été hospitalisé. Moi, j'ai travaillé comme infirmière et ce qui était le plus difficile pour nous autres, c'était pas les pauvres, les indigents, c'était les bas revenus. Ceux qui avaient de l'argent ou de l'assurance privée, c'était pas un problème, mais ceux qui n'étaient pas assez pauvres pour avoir l'assistance publique, c'était très difficile pour eux parce qu'on sentait que chaque chose qu'on faisait, ça leur faisait des comptes, là. L'histoire des soins de santé publique, c'est une histoire par étapes, morceau par morceau. Et ça a commencé par un système d'assurance dans les communautés. Donc, c'était des citoyens qui ont commencé de faire ça. Ensuite, c'était le gouvernement en Saskatchewan de Tommy Douglas qui a fait introduire un système pour les hôpitaux, un système d'assurance publique pour les hôpitaux. Et je pense que c'était en 1947. Ensuite, c'était le gouvernement fédéral de Pearson en 1966. Mais il y avait d'opposition dans le cabinet de Pearson. Il y avait des gens proches des grandes entreprises qui étaient contre ça, des gens proches des compagnies d'assurance. Donc, ça prend 2 ans avant que ça soit voté dans la Chambre commune. Et c'était pour les médecins, l'assurance pour les médecins et l'assurance pour les hôpitaux. Et c'était un système fédéral-provincial. La demande pour l'assurance maladie se faisait pressante à la fin des années 60. Donc, une partie de la population n'avait pas une couverture convenable. Et c'est beaucoup les organisations syndicales qui ont été porteuses de ces revendications-là. D'autant plus que c'est elles qui négociaient les régimes d'assurance privée souvent. Puis ils voyaient bien que ça coûtait très cher, ça coûtait dans les 20 d'administration, alors que le régime public est autour de 5 %. Ces batailles des organismes sociaux et surtout des centrales syndicales avaient donc mis en place des services publics à la portée des gens, à la portée de la population, dont le monde pouvait bénéficier. Alors tout ça s'est fait par étapes, hein? Ça ne s'est pas fait d'un coup, ça, l'arrivée des services publics. Ça s'est fait par étapes, sous la poussée de personnes qui ont voulu l'instaurer, qui ont forcé les gouvernements à mettre en place ces régimes de protection publique. Le SAGE avait décidé de prendre les devants même avant la loi fédérale. Il avait annoncé qu'il voulait mettre l'assurance maladie en vigueur en 1967, mais il a été défait aux élections. Juin 1969, le gouvernement de l'Union nationale, à la fin de son mandat, adopte la loi de la régie, avec le mandat de mettre sur pied des mécanismes administratifs pour un régime universel et public. Quand le Parti libéral a pris le pouvoir en 1970, il s'est engagé en priorité à mettre l'assurance maladie en place selon les principes d'un véritable régime d'assurance sociale. 1 an et demi après la loi, 90 % de la population était inscrite nommément. C'était évident qu'il y avait un phénomène de rattrapage dans l'accès aux soins. Ils ont commencé avec 3-4 principes, puis à la fin de journée, on a 5 principes, parce que des principes étaient finalisés dans l'acte, la loi canadienne de la santé en 1984. Et c'est gestion publique, intégralité, universalité, transférabilité et accessibilité. Et ces 5 principes-là sont devenus une charte pour les citoyens. C'est un symbole très puissant et c'est des droits des citoyens, ça, qui représentent des valeurs fondamentales, des valeurs de solidarité sociale. Donc, ça prend
une vigilance auprès des citoyens et ça prend de volonté politique. Autrement, il y a des forces privées, des forces économiques qui veulent gagner de l'argent dans ça. Ça, c'était l'histoire avant la création du système public. Et ces motivations-là, ces motivations restent en place. Donc, il y a des forces qui veulent retourner aux journées avant la création des soins de santé publique. L'offensive idéologique contre le système public est extrême, très orchestrée, très organisée, présence systématique dans les médias. Plusieurs ont fini par intégrer ces propos-là et acceptent les coupures draconiennes. Alors, c'est très, très important d'être soucieux, d'être plus présent dans l'opinion publique pour ramener les faits et l'argumentation en faveur du régime public. Le retour en force du privé entraîne l'impossibilité d'un monde commun. Quand on ne donne plus accès à la santé, à des populations entières ou à des pans entiers de population, il y a des séquelles irréparables. Moi, j'ai des craintes, parce que ça se passe un peu partout dans le monde, et puis je pense qu'il y a des inquiétudes à y avoir, puis il faut prendre ça en main, il ne faut pas faire peur au monde, il faut prendre ça en main. Il faut recommencer un certain nombre de combats, et c'est dans le recommencement, à mon avis, qu'il faut trouver le fondement de la mobilisation citoyenne à l'heure actuelle. Et recommencer, ce n'est pas s'immobiliser, c'est le contraire, hein? C'est repartir justement à l'attaque et repartir non seulement à la défense, mais au développement de systèmes publics. Alors nous, à la Coalition, ce qu'on veut, c'est un système de santé solidaire. Parce qu'on veut se tenir, on ne veut pas revenir en arrière et on ne veut pas mettre en œuvre le slogan que pour être heureux dans la vie, il faut être riche, en santé et assurable.